Ce qui est assez impressionnant avec ces outils, c'est que pour pouvoir fonctionner, ils sont notamment sous forme de bots Telegram, donc des micro-programmes qui vont au sein de la messagerie Telegram permettre à des novices d'obtenir un résultat d'une très grande qualité, clé en main, pour mener des campagnes d'hameçonnage. Le mois prochain, c'est un événement en France, c'est ce qu'on appelle le Cybermois, organisé par cybermalveillance.gouv.fr, qui est l'organisme et le groupe d'intérêt économique qui gère la cybersécurité, qui essaye de faire de la prévention. Chaque année, le Cybermois, c'est l'occasion de se sensibiliser à toutes ces questions, aussi bien les entreprises que les particuliers. On en parle avec Benoît Grunemwald. Bonjour. Bonjour Jérôme. Expert cybersécurité chez EZ, partenaire de Monde Numérique. Je suis ravi, Benoît, de vous retrouver. Il en sera ainsi chaque mois pour s'intéresser à ces questions cyber. Alors, il faut dire que l'été a été particulièrement chargé. Il y a eu multiplication d'attaques. Il y en a même une qui est encore en cours, qui a encore des conséquences. Ça concerne notre chère ville de Las Vegas. Je dis notre chère ville parce que c'est la ville du CES. Et là, ils se sont fait attaquer leur casino. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire parce que beaucoup de casinos sont à l'arrêt, MGM et César, et ça représente quand même un gros volume d'affaires. Et on s'aperçoit à quel point, quand l'informatique s'arrête, eh bien, beaucoup de choses s'arrêtent. Donc, les fameux bandits manchots, cela fait bien longtemps que ce sont des ordinateurs. Ouais. Ils sont à l'arrêt. On voit les salles entièrement vides, les machines complètement noires. D'ailleurs, ça permet de voir à quel point l'écran a une place importante sur cet objet connecté. Et puis, on a vu également des files d'attente interminables dans les hôtels parce que, bien entendu, le dispatch des chambres et puis finalement quasiment tout le fonctionnement de l'hôtel est régi par l'informatique. Ah bah oui, on le sait, on s'en rend compte quand on arrive à Las Vegas, effectivement, on s'enregistre sur des bornes automatiques, on se préenregistre à l'avance, tout est géré par ordinateur. Et déjà que malgré tout, il y a des files d'attente, j'imagine ce que ça doit donner en ce moment. Et puis les joueurs aussi qui sont hyper mécontents parce que les machines à sous ne marchent plus, il y en a qui ont dû perdre de l'argent, etc. Donc Las Vegas, mais c'est pas tout. Il y a eu également cette année des choses qui nous touchent un peu plus, d'un peu plus près, des fuites de données massive, assez spectaculaire ici en France. Effectivement, on pense à Pôle emploi, on pense à Engie, et il y a un point commun entre ces deux fuites, c'est que ce sont des sous-traitants qui ont été attaqués, des sous-traitants avec qui ces entreprises, qui ne peuvent pas réaliser l'intégralité du traitement des données que nous leur confions et dont elles ont besoin pour travailler, et donc les confient à des sous-traitants qui eux-mêmes vont opérer certains services ou agir au nom de l'entité. Oui, puis alors là, ça nous touche vraiment d'assez près parce que voilà, il y a beaucoup de Français qui sont concernés et ces données qui ont été volées, elles risquent d'être réutilisées. Alors, elles peuvent être réutilisées en plus dans différents scénarios. Je pense au cas le plus classique, finalement, c'est l'hameçonnage, mais aussi sur des scénarios d'usurpation d'identité. Quand vous fournissez à Pôle emploi, notamment à une administration d'une manière générale, ou à une grande entreprise, des données confidentielles sur vous, personnelles, eh bien, ça peut tout à fait être utilisé pour pouvoir usurper votre identité dans d'autres cas, voire dans d'autres pays ou d'autres endroits où les personnes qui sont en face de vous ne sont pas très scrupuleuses quand elles ne sont pas dans la combine. Alors justement, Benoît Grunemwald, votre entreprise EZ, spécialisée qui fait de la recherche aussi sur toutes ces questions-là, vous avez découvert cet été précisément ce qui se passait dans le Darknet où évoluent les pirates, et vous avez mis la main sur une espèce de trousse à outils du pirate informatique en fait. Effectivement, notamment pour générer des campagnes d'hameçonnage. Alors, ce qui est assez impressionnant avec ces outils, c'est que pour pouvoir fonctionner, ils sont notamment sous forme de bots Telegram, donc des micro-programmes qui vont au sein de la messagerie Telegram permettre à des novices, malheureusement, la plupart du temps, d'obtenir un résultat d'une très grande qualité, clé en main, pour mener des campagnes d'hameçonnage. Et c'est là où on voit bien, finalement, pour eux, tout l'intérêt d'avoir des fuites de données, c'est qu'ils vont pouvoir créer ces campagnes d'hameçonnage vraiment extrêmement ciblées,
voire même dans ce cas-là, on peut même parler d'harponnage. Donc l'hameçonnage, c'est plutôt ce que l'on reçoit. Vous avez un colis alors que vous n'avez rien commandé, vous n'êtes même pas client de telle ou telle entreprise, alors que l'harponnage va bénéficier d'une fuite de données ou d'informations récupérées sur Internet si vous êtes une cible de choix, mais d'informations particulières sur des bases de données, et on va comme ça aller harponner des utilisateurs. On l'avait vu notamment avec la fuite de Corbeil-Essonnes, où si on voyait que ces données étaient mises à disposition et ou utilisées, eh bien cybermalveillance, encore eux, avaient mis à disposition une lettre type pour porter plainte. Alors donc cette boîte à outils pour pirates qui s'appelle Télécopie, c'est amusant avec un K, c'est ce que vous avez découvert. Et puis parallèlement, les autorités ont démantelé un réseau de cyberpiratage qui s'appelle le Quackbot. Quackbot, ça c'est un élément important parce que c'est un réseau de botnets, donc de machines zombies, qui a été démantelé notamment à l'initiative du FBI et qui comprenait dans le monde entier plus de 700 000 machines infectées et 26 000 en France. Donc les autorités en France, la justice, a participé au démantèlement de ce réseau. Est-ce que la mise au jour de ce réseau, c'est un coup d'arrêt important, ou on peut se dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, ou c'est une goutte d'eau dans l'océan qui a été prélevée dans l'océan? Alors, c'est à la fois un beau coup d'arrêt parce que Quackbot, c'était quand même 700 000 machines à travers le monde, dont 26 000 en France. C'est aussi une belle démonstration de coopération internationale pour stopper un réseau non négligeable. Et ce réseau, lors de l'arrestation, lors de l'arrêt de ce réseau, ça représentait 170 serveurs, 6 en France et plus de 8 millions de dollars équivalents en crypto-monnaie qui ont été saisis. Donc on est quand même sur une opération d'envergure qui était d'envergure à la fois du côté de la police, mais également du côté des cybercriminels. Le pactole en question, c'est donc de l'argent qui avait été collecté auprès de gens qui s'étaient fait avoir en fait, qui avaient donné leur numéro de carte bancaire sur des faux sites web, c'est ça? Tout à fait, mais également sur des rançons. Parce que lorsqu'il y a un site, un réseau de zombies, eh bien, le botnet va être soit utilisé par Quackbot, soit sous-loué à d'autres cybercriminels. Et quand vous sous-louez le fameux réseau, eh bien, les machines qui sont dedans peuvent être soit prises de contrôle par les cybercriminels pour extraire des données, effectivement, si vous payez en ligne, si vous stockez des mots de passe, etc. Mais également, pourquoi pas, pour vous mettre des rançons. Et donc les revenus des cybercriminels vont être comme ça échelonnés, répartis en plusieurs types d'activités criminelles. Et on sait que la consigne des pouvoirs publics, c'est de dire surtout ne payez pas si votre ordinateur est bloqué, mais malheureusement beaucoup de gens payent parce qu'ils se disent que c'est la seule solution pour récupérer l'accès à leurs données en fait. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, on parlait du cybermois en introduction. C'est tout l'intérêt du cybermois, c'est de faire passer ce genre de consignes. Ne payez pas, déposez plainte, gardez votre machine allumée et ne l'éteignez pas pour que bien souvent les clés de chiffrement restent en mémoire. Voilà, conservez la preuve. Alors c'est toujours un événement traumatisant. On oublie aussi bien souvent de le mentionner, mais une attaque de rançongiciel, c'est très traumatisant. On n'a plus du tout accès à son ordinateur. C'est comme de perdre son smartphone. J'invite chaque personne qui pense que la sauvegarde, par exemple, n'a pas d'intérêt, eh bien de faire en sorte de faire semblant de ne plus avoir son smartphone, par exemple, ou son ordinateur pendant une journée, et de se dire ok, comment je repars? Oui, ça fait tout drôle. Et pour les entreprises, ça peut être dramatique économiquement. Il y a des entreprises carrément qui ont mis la clé sous la porte. Je retiens une chose dans ce que tu dis, Benoît, c'est ne débranchez pas votre ordinateur si vous êtes victime d'un blocage comme ça. Effectivement, il y a quelques éléments à prendre en compte. On a bien, alors les hotlines ont l'habitude de nous dire: avez-vous débranché, rebranché votre ordinateur ou votre box quand celle-ci semble mal fonctionner? Ouais. Eh bien, ce n'est pas le cas lorsque l'on a un rançongiciel. Par contre, ce qu'il faut, c'est déconnecter le réseau pour éviter que cet ordinateur ne puisse, par exemple, communiquer avec l'extérieur et notamment avec les cybercriminels. Donc, mais par contre, on laisse la machine.
Alors, si c'est le Wi-Fi, il faut déconnecter le Wi-Fi. Ouais, mais si on n'a plus la main, oui, il faut déconnecter le Wi-Fi, en fait. Voilà. Alors, si on veut aller plus loin, on peut même dire, on va laisser le Wi-Fi, mais dans la box, on va mettre une sorte de contrôle parental et on va interdire à cette machine-là d'aller sur Internet. Et comme ça, on touche pas à la machine. Et ça, c'est vraiment une question très importante. Si on veut pouvoir récupérer ces données, ou en tout cas avoir une meilleure chance de les récupérer, eh bien, on va ne pas la débrancher, ne pas la redémarrer, parce que dans la mémoire vive de l'ordinateur, bien souvent, il y a des informations importantes qui vont permettre, lors d'une enquête, de récupérer des informations qui vont permettre de peut-être retrouver ces fichiers. À condition d'être un spécialiste, mais de se faire aider par un spécialiste, un vrai. Faut pas appeler les soi-disant techniciens Microsoft, etc., dont le numéro s'affiche parfois parce que ce sont eux-mêmes des pirates. Oui. On aura l'occasion ou son cousin, sauf si lui-même est habilité à le faire et a l'habitude de le faire, parce qu'effectivement, beaucoup de spécialistes se disent spécialistes, mais vont plutôt créer des dégâts que nous aider. Oui, donc il faut, je pense, dans ce cas-là, renvoyer une fois encore sur le portail cybermalveillance.gouv.fr, où il y a tous les conseils, et puis il y a même des listes de spécialistes cyber, de prestataires labellisés, tout à fait. De prestataires labellisés, voilà, absolument, c'est très important. Donc vous allez suivre un questionnaire. Vous allez suivre un questionnaire, et dans ce questionnaire, eh bien, à l'issue de ce questionnaire, vous aurez des recommandations, et pour les cas les plus graves, vous aurez même une liste de prestataires labellisés qui vont pouvoir vous accompagner. Alors, si vous êtes une entreprise, on sait à quel point il est urgent d'agir. Si vous êtes un particulier, vous aurez peut-être ou pas les moyens de vous payer ces spécialistes, parce que c'est assez cher. Ouais. Mais c'est là où il faut réfléchir à l'assurance cyber. C'est un sujet qui revient de plus en plus, et j'en discutais avec un spécialiste de la gestion de crise en entreprise, qui disait que justement l'assurance cyber avait cet avantage-là. Vous ramènera pas vos données, mais elle a l'avantage quand même de payer un spécialiste qui va venir constater et vous aider le cas échéant en cas de crise. Et auprès de qui est-ce qu'on peut souscrire une assurance cyber ? Alors, il en existe aujourd'hui trop peu, mais un certain nombre, deux, je pense à deux en particulier, qui sont aujourd'hui sur la place de marché. Vous allez les trouver assez facilement en cherchant sur Google. On les trouve facilement. Oui. Et notamment, ils ont levé quelques millions d'euros de fonds. Donc, dans les actualités, vous les retrouverez. Et ensuite, si vous avez déjà une assurance, eh bien, renseignez-vous auprès de votre assurance pour savoir s'il y a un volet cyber qui vous couvre en cas de problématique. Et puis, surtout, étudiez bien les garanties et les conditions. Et encore une fois, je le répète, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, l'assurance cyber, c'est bien, mais surtout, il faut faire en sorte que on puisse bloquer le plus rapidement possible une cyberattaque pour éviter que celle-ci ne se propage. Très bien, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça, malheureusement, j'allais dire, mais en tout cas, heureusement, on est ravis de vous accueillir dans Monde Numérique, et on se retrouvera désormais chaque mois. Benoît Grunem-Val d'Expert cybersécurité chez EZ, merci beaucoup.